Bonjour à tous. Je vous propose 8 petites discussions autour de l'évaluation des thérapeutiques. Et pour commencer, je voudrais insister sur une perspective historique, parce qu'on pourrait imaginer qu'évaluer des traitements de façon scientifique, c'est neutre. En fait, ça s'inscrit dans une perspective historique, dans une perspective sociologique. Il y a des institutions qui évaluent les traitements. Et si on ne prend pas garde à ce background, alors on peut passer à côté de pas mal de choses. Alors, un petit tour d'horizon de la naissance de la médecine moderne occidentale, puisque quand on parle d'évaluation des thérapeutiques, clairement, on s'inscrit dans la médecine moderne occidentale, et on verra d'ailleurs que évaluer les soins dits non conventionnels, ça pose des problèmes méthodologiques particuliers. Alors, la médecine moderne occidentale, son grand-père, c'est un peu Hippocrate, il y a 2500 ans, donc la médecine gréco-romaine, qui va d'Hippocrate à Galien, 6 à 700 ans après, une médecine qui essaie d'être rationnelle, qui essaie de se baser sur l'observation, mais qui n'est pas encore scientifique, même si Galien a été le médecin des gladiateurs et quelque part il a pu réaliser des observations assez spectaculaires sur, en fonction de l'endroit où le gladiateur était touché, des séquelles que ça pouvait avoir sur sa santé. Bref, on a une médecine gréco-romaine qui est le socle de la médecine moderne occidentale, d'ailleurs qui a eu du mal à évoluer après. Plus de 1000 ans après, on a Vézal qui est le véritable savant qui s'occupe de l'anatomie humaine, qui va permettre de faire des progrès, mais la rupture, c'est ce que disent les historiens, la rupture qui signe la naissance de la médecine moderne occidentale, c'est le 19e siècle. Il faut dire qu'au 19e siècle, vous avez en même temps Claude Bernard, Pasteur, John Snow, Semmelweis. Donc vous avez en même temps de grands savants qui font de la physiologie et de la biologie, et de grands savants qui font de la santé publique et de la biostatistique. Et d'ailleurs, certains historiens disent que cette tension qu'il va y avoir entre physiologie, biologie d'un côté et statistique, santé publique de l'autre, elle est caractéristique de la médecine moderne occidentale, et on en trouve les stigmates dans l'évaluation des thérapeutiques. Alors, regardons ça en plus de détails. Regardons ce que dit Claude Bernard de l'évaluation des thérapeutiques et de la place que doit avoir la physiologie et la pensée biologique. Alors il dit, il y a évidemment quelque chose qui a été la cause de la mort chez le malade qui a succombé et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer, le mot déterminer est essentiel, et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. Donc pour Claude Bernard, en fait, l'objectif de la médecine, c'est de trouver la cause de la maladie, la cause de ce qui fait que le malade va mal. À ce moment-là, on essaie de trouver une thérapeutique qui va agir sur cette cause, et donc nécessairement le patient va guérir. On est dans une pensée déterministe, causaliste, mécaniste, à l'opposé de la pensée statistique. Et d'ailleurs, c'est ce que dit explicitement Claude Bernard, mais ce n'est pas à l'aide de la statistique qu'on y arrivera, donc c'est très fort. Jamais la statistique n'a rien appris, ni ne peut rien apprendre sur la nature des phénomènes. J'appliquerai encore ce que je viens de dire à toutes les statistiques faites pour connaître l'efficacité de certains remèdes dans la guérison des maladies. Vous voyez, on a une position très très forte. Évaluer un traitement, en fait, c'est trouver par la biologie, par la physiologie, quelque chose qui agit sur la cause de la maladie. Et à ce moment-là, nécessairement, le traitement va être efficace. Et donc c'est une pensée d'évaluation complètement opposée à la pensée statistique, qui est bien sûr la pensée sous-jacente à l'évaluation des thérapeutiques aujourd'hui. Alors, cette tension entre pensée biologique et pensée statistique, elle a été très bien expliquée dans un livre écrit par Harry Marks assez récemment. Alors Harry Marks, il dit que quand on regarde comment s'est passée la méthodologie d'évaluation des thérapeutiques au cours du XXe siècle, il faut différencier deux périodes. La première période, la première moitié du XXe siècle, on est peu ou prou
dans une approche bernardienne. Alors il y a eu les deux en permanence, même au début du XXe siècle, il y avait des gens qui essayaient de faire des statistiques. Mais quelque part, c'était la pensée bernardienne ou pasteurienne qui s'imposait. Donc l'idée était que quand on a des maladies, on va essayer d'abord de trouver la cause et après d'agir sur la cause. Et c'est ça qui doit déterminer la recherche des thérapeutiques et leur évaluation. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte en fait que on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est trop compliqué. En fait, d'abord les causes des maladies, oui, avec les maladies infectieuses, effectivement, la tuberculose, on arrive à montrer qu'il y a un bacille de Koch et que si on agit sur le bacille de Koch, alors en général le patient guérit. Donc avec les maladies infectieuses et les causes des maladies, ou plutôt d'ailleurs on devrait dire les conditions nécessaires des maladies, puisque la cause d'une maladie infectieuse, ça peut dépendre de plein de choses, en particulier de phénomènes de contagion, etc. Mais le germe est une condition nécessaire. Donc cette pensée mécaniste, elle marche assez bien avec l'infectiologie, mais avec le reste des pathologies, c'est moins évident. Par exemple, on sait que le cancer du poumon, c'est à cause du tabac, peu ou prou. Mais une fois que quelqu'un a un cancer du poumon, en fait, la thérapeutique a peu à voir avec l'exposition au tabac. C'est plutôt assez fruste, on enlève le poumon si on peut, ou on donne une chimiothérapie pour tuer la tumeur. Et donc cette question de déterminisme, d'essayer de trouver des causes et des mécanismes qui déterminent les maladies, en fait, on se rend compte que on n'y arrive pas trop, que ça a des limites, et en tout cas c'est ce que dit Harry Marx. La limite aurait trouvé une acmé au milieu du XXe siècle, quand vous savez peut-être, aux États-Unis, on a fait des expériences sur des détenus, sur des prisonniers, où on a testé des médicaments en échange de remise de peine. Donc l'idée était que il faut faire des expériences pour trouver la cause des maladies et voir si les médicaments marchent sur ces causes, mais le faire sur des modèles animaux, ça marche pas tellement bien. Et donc, par moment, on a envie de le faire sur des modèles humains, mais bien sûr, ça pose des problèmes éthiques. Et il a été décidé que ça serait éthique de le faire sur des détenus. Ça s'est fait, et ça a soulevé, bien entendu, un questionnement considérable. Et les gens se sont dit, stop, on ne peut pas continuer comme ça, la logique expérimentale a des limites. Et là, on bascule, après la Seconde Guerre mondiale, deuxième moitié du XXe siècle, et il y a des gens qui se disent, mais en fait, les agronomes, eux, quand ils comparent l'efficacité de semences ou de techniques d'irrigation, ils font pas comme ça. Ils utilisent la statistique. Statistique, on va le voir la diapositive suivante, en grande partie sous l'impulsion de Fisher, un statisticien britannique. Et donc, comment ils font? Ils font des essais randomisés. Donc, si on veut savoir si le traitement A marche mieux que le traitement B, on va prendre par exemple 200 personnes et puis on en tire au sort 100, on leur donne A et puis aux autres on donne B et puis on attend quelques semaines ou quelques mois et on regarde ceux qui ont guéri. Et puis Fisher il propose de faire des tests statistiques qui permettent de dire si A est meilleur que B au-delà du simple effet du tirage au sort. Et donc là, alors là, il n'y a plus de déterminisme, il n'y a plus rechercher la cause des maladies, il n'y a plus tout ça. On est dans une espèce d'approche assez neutre, complètement pragmatique, et c'est un peu le début de ce qu'on avait appelé l'evidence-based medicine. Alors donc, et ça peut d'ailleurs s'appliquer à des soins médicamenteux ou à des soins non médicamenteux de la chirurgie ou même des stratégies thérapeutiques complexes, voire même des stratégies diagnostiques. Donc progressivement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ces essais ont été réalisés avec le succès que l'on connaît. Et d'ailleurs, au début des années 70, la Food and Drug Administration marque dans son statut, écrit un décret disant que dorénavant, quand une firme veut avoir une autorisation de mise sur le marché d'un de ses produits, elle devra réaliser un essai thérapeutique randomisé pour prouver, entre guillemets, que son produit est efficace. Alors on voit, début des années 70, c'est quand même assez récent, et on peut se demander d'ailleurs sur quelle base la FDA considérait que les traitements étaient efficaces ou pas avant, et ils ont fait une étude historique, et en fait, c'était le succès commercial.
Donc avant 1970, en fait, ce qui faisait que la FDA considérait qu'un traitement était efficace, c'était que le traitement était vendu beaucoup et était proposé par les médecins à leurs patients. Si le médecin propose souvent le traitement, c'est a priori c'est que le traitement doit marcher. Jusque dans les années 70, en fait, la FDA s'inquiétait surtout des effets indésirables des médicaments plus que de leur efficacité. Voilà, et après les années 70, bien entendu, on a un grand boom des essais thérapeutiques randomisés avec des progrès considérables dans la thérapeutique, en cancérologie par exemple, dans le VIH, en cardiologie. Les progrès thérapeutiques que l'on a connus sont en grande partie dus à l'efficience des essais thérapeutiques randomisés. Alors, néanmoins, tout n'est pas si simple. Tout n'est pas si simple parce que quand on retourne en arrière et que l'on regarde sur quelle base scientifique reposent ces essais randomisés, on a deux dates très proches, très importantes, 1922 et 1925. 1922, on a un papier de statistiques mathématiques, de statistiques fondamentales, où Fischer décrit ce que va être l'inférence statistique, ce que vont être les tests statistiques modernes, avec notamment l'introduction du fameux petit p. Et puis en 1925, Fischer, le même, écrit un livre de méthodologie dans lequel il souligne l'intérêt, l'importance capitale de tirer au sort l'allocution des traitements. Donc on a là la pierre de touche le socle de la pensée statistique sous-jacente aux essais thérapeutiques randomisés. Ce qu'on sait moins, c'est que il existe un autre article très important de Neyman et Pearson en 1933 qui lui aussi s'intéresse aux tests statistiques. Et en fait, pendant des années, des décennies, eh bien, il va y avoir une interrogation chez les statisticiens, en particulier chez Fischer et chez Neyman et Pearson, au sujet de la similitude de l'approche statistique proposée par Fischer et de celle proposée par Neyman et Pearson. Alors, ce débat est relativement tombé en désuétude, relativement parce que des travaux de statisticiens existent même de nos jours, et en tout cas, au niveau de l'enseignement des statistiques, on n'en parle quasiment pas, et chose d'autant plus étonnante que en statistique, on apprend les tests au sens de Neyman et Pearson, alors que quand on lit la littérature, on utilise la statistique de Fischer. Alors, il faut en dire deux mots parce que vous n'êtes peut-être pas familier de cette différence. Fischer, comment fonctionne son inférence? Eh bien, Fischer, il dit on tire au sort, voilà, et puis on calcule la probabilité que le hasard, dans l'essai randomisé, le tirage au sort, puisse expliquer une différence au moins aussi importante que celle que j'ai observée. Et cette probabilité, c'est le petit p. Voilà. Et alors, plus p est petit, ben, moins le hasard pourrait expliquer le résultat que je suis en train de constater. Donc si P vaut 1 pour 1000, ben alors le hasard a peu de chances d'expliquer ce que je vois. Donc j'ai envie de dire que vraisemblablement A est meilleur que B. Le hasard peut toujours tout expliquer, mais si c'est moins d'une chance sur 1000, on peut considérer que c'est négligeable. Si ce P vaut 20%, bon ben le hasard pourrait l'expliquer 20 fois sur 100, donc peut-être que A est meilleur que B, mais je suis pas assez sûr de moi pour pouvoir l'affirmer. Neyman et Pearson, c'est pas exactement la même chose. Mais Neyman et Pearson, eux, ils considèrent qu'il y a deux hypothèses, hein, une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. L'hypothèse nulle, ben, c'est par exemple que le pourcentage de guérison avec le traitement A est égal au pourcentage de guérison avec le traitement B. Et puis l'hypothèse alternative, c'est le contraire. Et ils disent, ben voilà, alors il faut choisir entre H0 et H1. Et alors bien sûr, je peux accepter H1 alors que H0 est vrai, et puis ça peut être le contraire. Et donc il va y avoir deux risques, un risque alpha, un risque bêta. Et puis il se trouve que la règle d'inférence au sens de Neyman et Pearson, on calcule le petit p, et si le p est plus petit que alpha, alors j'accepte H1, sinon j'accepte H0. Donc on a l'impression que les deux règles effectivement sont proches, mais leur nature, en tout cas leur nature épistémologique, elle est fondamentalement différente,
vous voyez, avec Fischer, on calcule un petit p qu'on regarde dans le blanc des yeux, et plus il est petit, plus on se dit qu'il se passe vraiment quelque chose, alors qu'avec Neyman et Pearson, on va trancher entre deux hypothèses. Et en fait, cette opposition, elle a été au mieux décrite par Neyman, hein, vous voyez, qui écrit un petit papier en 1961, il dit c'est le 25e anniversaire de ma dispute avec Fischer. Et il dit voilà, Fischer il fait de l'inductive reasoning, il fait du raisonnement inductif, alors que nous, Neyman et Pearson, on fait de l'inductive behavior, du comportement inductif. Fischer, il est bien avec un petit p, plus p est petit, plus je suis sécurisé dans le fait que j'ai vraiment trouvé quelque chose, c'est un raisonnement inductif, alors que Neyman et Pearson, ils vont choisir entre H0 et H1, et donc c'est un comportement. Le choix entre H0 et H1, c'est un comportement. Si vous êtes intéressé pour les détails statistiques autour de cette querelle, je vous conseille l'article de Lehmann paru dans le JASA en 93. C'est pas un article d'épistémologie, c'est un article de statistique. Il y a des articles d'épistémologie nombreux dont je viens de vous résumer le contenu. Alors, on pourrait dire, bon, dont acte, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? En fait, pour la compréhension de ce qu'on fait dire aux essais randomisés, ça a des conséquences majeures. Parce que vous êtes au courant, il y a une crise des tests statistiques en médecine, il y a des papiers écrits dans Nature, Science, PNAS, autour du fait que les gens tricheraient, ils essaieraient de trouver les tests qui conduisent au P le plus petit possible, pour enfin avoir un P plus petit que 5%, pour enfin pouvoir publier un papier. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en recherche biomédicale, quand on a un P plus grand que 5%, alors on n'a rien trouvé. Quand on a un P plus petit que 5%, alors on a trouvé quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est un reliquat de la pensée de Claude Bernard. Parce que la pensée de Claude Bernard, comme on l'a vu, la pensée biologiste est une pensée déterministe, une pensée causaliste, une pensée déductive. Si j'ai une tuberculose, alors c'est parce qu'avant j'ai été exposé au bacille de Koch. Si je tue le bacille de Koch, alors le patient va guérir. On est dans un comportement, on est dans une pensée déductive. Or, on l'a vu tout à l'heure, la pensée sous-jacente aux tests statistiques, qui est la pensée sous-jacente aux essais thérapeutiques randomisés, est une pensée inductive. Et ça, pour les médecins, en fait, c'est assez choquant. Parce que quand vous faites un essai randomisé, à la fin, vous allez comparer l'efficacité entre A et B, et à la fin, soit vous êtes avec Fischer, et vous aurez un raisonnement inductif, c'est-à-dire vous allez dire, P est égal à 1%, donc A est vraisemblablement plus petit que B, meilleur que B. Donc, on peut y aller. Je suis assez assuré de quand j'affirme que A est meilleur que B, c'est très vraisemblable. Très vraisemblable, on est dans un raisonnement inductif. Ou alors, quand vous voulez donner une AMM, la firme dépose les essais thérapeutiques de phase 3, en l'occurrence auprès de l'AMM, et elle dit, voilà, P est plus petit que 5%, donc j'accepte l'hypothèse alternative, c'est-à-dire que mon médicament est meilleur que le médicament comparatif avec un risque de 5%. J'accepte, qui est un comportement, mais c'est inductif, c'est-à-dire je dis juste, j'accepte une hypothèse. Alors que nous, médecins, en fait, il faut être honnête, quand le résultat d'un essai est P plus petit que 5%, on dit donc j'ai prouvé que le médicament A est meilleur que le médicament B. Prouver, c'est de l'ordre de la déduction. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est un peu vrai. On fait dire un peu n'importe quoi aux tests statistiques, plutôt que de les considérer comme de l'induction, nous les considérons comme de la déduction. Et ça a une conséquence très importante, c'est que dans la pratique, un médecin senior voit un médecin junior, il lui dit t'as prescrit ça, est-ce que tu sais si ce traitement-là il est prouvé, qu'il est efficace, hein? Et prouvé, ça veut dire s'il y a eu un essai,
positif, alors j'ai la preuve que c'est efficace. Et sous-entendu, quelque part dans l'imaginaire, ce médicament va être efficace tout le temps, alors qu'on sait que c'est pas vrai, bien entendu, hein, les médicaments ne sont jamais efficaces tout le temps, sauf à de rares exceptions près. Mais dans le discours autour de l'essai randomisé, on est bien dans une pensée déductive. Ce qui conduit à un certain nombre de quiproquos à propos de ce que sont les essais randomisés et de ce qu'on peut leur en faire dire. Alors par exemple, des gens disent les essais randomisés en pratique ça marche bien pour évaluer les traitements. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ben oui, moi je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est pas si sûr de savoir pourquoi ça marche bien, mais c'est le cas. C'est-à-dire que quand vous avez une question clinique, par exemple dans les dépressions modérées, est-ce qu'il vaut mieux proposer une psychothérapie ou un antidépresseur? Voilà, tout le monde n'est pas d'accord, ça coûte pas le même argent, ça n'a pas les mêmes effets indésirables, c'est pas le même soin à proposer aux patients. Eh ben, c'est pas vraiment ce qu'il faut proposer en première intention. Eh ben, pour trancher, ce qui va être le plus convaincant, c'est de faire un essai randomisé. Donc, moi, je serais assez pour dire que la première proposition, c'est vrai. Alors après, vous savez, il y a des gens qui disent que les essais randomisés, ça évalue un rapport bénéfice-risque. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ben, je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux parce que les essais randomisés, certes, dans une certaine mesure, ça évalue le bénéfice du traitement. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'un essai randomisé, en général, ça évalue bien un critère principal d'efficacité. Un critère principal. Or, c'est difficile de résumer tout le bénéfice d'un produit à un critère principal d'efficacité. Donc le bénéfice, c'est pas si mal que ça. Mais alors les risques, on le verra plus tard, hein, les essais randomisés, c'est pas très bien pour évaluer les risques des traitements, en particulier parce que les risques souvent les plus dramatiques sont des effets indésirables, rares mais graves. Or, compte tenu des tailles d'effectifs des essais randomisés, on n'a en général pas la puissance statistique pour pouvoir détecter avec suffisamment de fiabilité ces effets indésirables, rares mais graves. Donc les risques dans les essais randomisés, c'est pas terrible. Mais alors surtout, c'est le rapport bénéfice-risque. Le rapport des deux, vous imaginez, hein, si vous prenez par exemple le Roaccutane dans le traitement de l'acné sévère, le bénéfice c'est quoi? Ben, c'est un bénéfice finalement qui est esthétique. Alors ça peut être considérable dans certaines situations, mais c'est quand même avant tout esthétique. Et le risque, vous pouvez avoir un risque hépatique sévère, voire même, ça a été dit, un risque de suicidalité. Comment vous voulez vous comparer un bénéfice qui relève de l'esthétique avec un risque qui relève d'une hépatite fulminante ou d'un risque suicidaire? C'est complètement, enfin, ça échappe à la statistique et à la méthodologie. Et d'ailleurs à tel point que lors de l'AMM, le rapport bénéfice-risque, eh ben c'est un vote. Hein, et un vote, c'est quand même pas la technique méthodologique la plus objective. Donc non, les essais randomisés, ça n'évalue pas un rapport bénéfice-risque. Ou du moins, ça le fait de façon très médiocre. Alors, les essais randomisés, ça permet de savoir si un traitement est utile pour les patients. Vrai ou faux? Alors, ça dépend. D'abord, un traitement est utile pour les patients. Un traitement, c'est utile pour un patient. Utile pour des patients, c'est une considération un peu compliquée. Alors, sachant qu'en plus, l'utilité, c'est un peu le rapport bénéfice-risque. Si les essais randomisés sont pas idéaux pour évaluer le rapport bénéfice-risque, c'est pas sûr que l'essai randomisé soit vraiment utile pour déterminer si le traitement est utile pour les patients. Alors on peut se dire, mais alors du coup l'essai randomisé il sert à quoi? Alors c'est une vraie question. On peut peut-être dire que en fait l'essai randomisé a permis d'échapper au charlatanisme. Pendant des siècles, la médecine a souffert de charlatans qui vendaient des substances ou qui faisaient rien ou qui faisaient du mal.
en les faisant payer très cher et en disant que ça allait guérir des maladies graves. Et beaucoup de patients sont morts à cause de ça. Et ça, l'essai randomisé, en particulier quand vous comparez contre un placebo, permet de dire que la substance que vous testez n'est pas une poudre de perlimpinpin, vous n'êtes pas un charlatan si vous prescrivez un médicament qui a été évalué avec un essai randomisé versus placebo ou versus autre chose. Et ça, quelque part, alors ça dit peut-être pas que le traitement est utile, parce que l'utilité, encore une fois, c'est le rapport bénéfice-risque. Mais vous pouvez dire à votre patient, vous savez, ce traitement, il a été évalué et quelque part, il fait quelque chose. Et ça, c'est un progrès en termes de médecine rationnelle, de médecine basée sur la raison. Alors après, les essais randomisés, ça permet de savoir si un traitement marche vraiment. Alors, on entend ça, hein, on entend par exemple l'homéopathie, ben c'est pas supérieur au placebo, donc ça marche pas vraiment. Alors qu'un anti-inflammatoire, par rapport à un placebo, ben c'est supérieur, donc ça marche vraiment. Alors en fait, tout le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire que ce mot vraiment? Parce que si vous prenez un patient, il est malade, il a un problème aigu, vous lui donnez un traitement, en l'espace de 2 heures, ben il est guéri. Ben pour lui, ça a marché vraiment. C'est la réalité de ce qu'il a vécu. Alors, en fait, un essai randomisé, on peut peut-être dire que ça permet de savoir si le traitement marche vraiment, si par vraiment vous sous-entendez que ça a un effet spécifique, un effet biologiquement prouvé. Et c'est en particulier ce que l'on obtient quand on se compare à un placebo. Si vous êtes meilleur qu'un placebo, alors ça veut dire que quelque part, l'effet du traitement est supérieur au simple effet global qui vient de la prise en charge, qu'on appelle souvent non spécifique, que l'on appelle souvent effet contextuel. Et donc pour certains, l'efficacité véritable, c'est l'efficacité qui est au-delà de l'efficacité contextuelle ou non spécifique. Alors, dans ce cas-là, oui, les essais randomisés permettent de savoir si un traitement marche vraiment. Mais entre nous, c'est quand même un tout petit peu particulier en termes cliniques, parce que si un soin non spécifique ou si un soin de son simple effet contextuel guérit des gens, ben quelque part, on doit pouvoir dire que le traitement marche vraiment lui aussi. Et donc là, on voit tout de suite que on va se mettre en tension avec l'évaluation des soins non conventionnels. Parfois, on va dire, les essais randomisés montrent qu'ils ne marchent pas vraiment, alors que les défenseurs de ces soins vont dire le contraire. Alors, les essais randomisés, ça permet d'obtenir un niveau de preuve élevé. Alors ça, c'est ce qu'on lit partout, hein, l'essai randomisé. Il y aurait même la méta-analyse qui serait supérieure, mais bon, tout ça, c'est un peu du baratin. Alors, qu'en est-il? Ben, d'abord, vous savez, hein, qu'est-ce que ça veut dire que preuve? Parce que, encore une fois, on a envie de dire, un niveau de preuve élevé, c'est parce que vous êtes dans une pensée déductive. Vous pensez que quand l'essai est positif, c'est-à-dire quand vous avez accepté l'hypothèse alternative, alors vous avez prouvé que le traitement était efficace. Et preuve au sens de démonstration, au sens de déduction, mais on a vu tout à l'heure que c'était pas le cas, que c'est une induction, le résultat issu du test statistique. Alors, revenons, voyons de plus près quel est le sens de ce mot preuve. Eh bien, en fait, on dit qu'une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue, et on peut dire que l'essai randomisé, c'est une méthodologie reconnue, mais reconnue par qui? Reconnue par la collectivité, mais dont acte. Donc, une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Donc, pour qu'il y ait preuve, il faut qu'il y ait croyance. Donc, dans un certain cas, d'une certaine façon, c'est vrai. L'essai randomisé est une méthodologie reconnue, et quand un essai randomisé est positif, les gens y croient. Donc, il y a une preuve. Mais c'est pas une preuve mathématique, c'est une preuve humaine, c'est une preuve subjective. Les essais randomisés sont devenus un totem pour la médecine scientifique. Ben, c'est un peu vrai. Parce que si les essais randomisés disent le vrai, au sens de la déduction scientifique, hein, donc ça dit le vrai, eh ben, on a un totem là, parce qu'en fait, les essais randomisés ne disent pas le vrai. Ils sont utiles, hein, ils marchent bien. Hein. Ils marchent bien parce que
on peut dire tellement, il faut pas, c'est pas parce que les essais randomisés ne disent pas la vérité qu'ils ne disent rien. Il faut accepter un peu la nuance là-dedans. Les essais randomisés permettent de trancher des questions de thérapeutique séculaire, et donc en ce sens, ils sont indispensables, mais ils ne disent pas le vrai. Trancher, ça ne veut pas dire le vrai. Alors enfin, avec les big data, les essais randomisés, ça appartient au passé. On entend dire ça aussi, hein. Alors, c'est vrai que les big data, on le verra, ça permet d'évaluer les traitements en utilisant par exemple les données de santé issues de l'assurance maladie et du PMSI, etc. On a l'ensemble des Français consommant les médicaments. On peut savoir s'ils ont été hospitalisés ou pas et pour telle ou telle raison, avec une fiabilité qui est pas si mauvaise que ça. Du coup, vous avez des données gratuites qui posent pas de problème éthique au sens d'éthique médicale. Vous n'allez pas faire d'expérience sur des gens, les données sont déjà disponibles. Et en plus, ce sont des situations réelles de prescription, telles que les médecins prescrivent dans leur consultation les traitements. Donc oui, les big data vont permettre d'évaluer les thérapeutiques, mais ces big data ne donneront pas les mêmes réponses que les essais randomisés. Encore une fois, l'essai randomisé, par la simplicité de son design, on a une question, psychothérapie versus antidépresseur, personne n'est d'accord, ben pour trancher, on tire au sort, à la fin on compare les groupes, eh ben celui qui a gagné avec le test statistique, on est obligé de dire que quelque part, vraisemblablement, eh ben c'est lui qui a emporté la mise. Avec les big data, on n'aura jamais une réponse à l'emporte-pièce comme ça. Alors peut-être que c'est mieux d'avoir des réponses qui sont par la porte-pièce, mais en tout cas, pour avoir des réponses claires à des questions simples, l'essai randomisé, ça sera toujours indispensable.